Dans la nature, ça marche comme ça. Un jour, on est un redoutable prédateur, craint en mer comme sur terre, et le lendemain, on sert de proie. Et même pas à un plus gros prédateur que soi, à une minuscule bernacle. Et oui, c'est ça le quotidien des requins. Voici Anelasma squalicola, une bernacle qui se nourrit de requins. Mesurant seulement 2,5 cm, cette bernacle se fixe sur le flanc d'un requin et elle draine les nutriments de sa chair. Apparemment, la bernacle a récemment effectué un saut évolutif, passant de l'alimentation par filtration au parasitisme, et elle conserve de nombreux traits de son ancienne vie. Cette espèce possède par exemple encore des cils que d'autres espèces utilisent pour filtrer l'eau, mais ils lui sont désormais inutiles. Anelasma s'attache à la chair comme elle s'attachait à des rochers à une époque, puis elle insère un organe spécial et commence à se nourrir. Et elle fait ça d'une manière très particulière. Quelques millimètres sous son point d'attache se trouve une ressource alimentaire pratiquement infinie, les tissus et le sang. Mais Anelasma ne s'y intéresse pas, on ignore pourquoi. Et pour une certaine raison, il n'y a jamais d'inflammation autour du point d'attache. Ainsi, il est probable que le requin ne perçoive même pas le parasite comme un parasite, mais plutôt comme un nouveau membre. En fait, Anelasma n'est ni nuisible ni bénéfique pour l'hôte, contrairement au bernacle des baleines. Elle s'attache aux baleines, mais pas pour se nourrir de l'animal. Les bernacles profitent de la vitesse des baleines, filtrant passivement la nourriture avec leurs cils pendant que la baleine nage. On peut pas vraiment parler d'arrangement mutuellement bénéfique, notamment parce que les baleines n'ont pas leur mot à dire dans l'histoire. Mais parfois, les baleines se servent des bernacles comme d'une armure, ou comme d'une arme, pour augmenter la force de l'impact lors de combats pour une femelle ou en affrontant des orques. D'un autre côté, certaines espèces de bernacles peuvent augmenter la résistance à l'eau de leur hôte pendant la nage, ce qui permet de les qualifier de parasites. On a observé des baleines en train de frotter leurs plaques de crustacés contre la coque de bateau. Il se peut donc que les parasites les gênent, puisque les hôtes veulent s'en débarrasser. À propos, on pense qu'une baleine à bosse peut collecter jusqu'à 450 kg de bernacles. Ça paraît énorme, mais comparé au poids de la baleine elle-même, qui peut atteindre 30 tonnes, ce tas de bernacles correspond à peu près à une couche supplémentaire de vêtements. En apprenant ça, je me suis dit que c'était une bonne chose que les bernacles ne s'attachent pas aux humains. Et puis Steve m'a raconté l'histoire d'un gars nommé Chris Johnson qui a découvert une excroissance bizarre dans sa main, et oui, c'était une bernacle. Tout le monde était choqué, les médecins, Chris lui-même, et peut-être aussi la bernacle. Naturellement, on a retiré le parasite et l'homme a subi une longue et douloureuse convalescence. D'un côté, peut-être que les baleines ne ressentent pas une telle douleur. De l'autre, il existe une théorie selon laquelle les baleines s'échouent précisément à cause des parasites. Enfin, les bernacles n'ont rien à voir là-dedans. Cette théorie est née dans les années 1970. À l'époque, un article avait parlé de 23 baleines retrouvées mortes sur le rivage. Chacune d'entre elles, à l'exception de 2, était porteuse de minuscules parasites ressemblant à des vers dans l'oreille moyenne et les sinus, et il y en avait beaucoup. Les scientifiques ont suggéré que ces parasites rendaient les baleines partiellement sourdes et donc incapables de se repérer. Tout le monde se souvient que les baleines utilisent l'écholocation, pas vrai ? En outre, les baleines échouées avaient l'estomac vide, ce qui amenait les scientifiques à conclure que ces pauvres animaux avaient aussi du mal à chasser. Au moins, les baleines ne portent pas d'aliens en elles. Je parle de minuscules crustacés du genre Phronima, et ils sont vraiment effrayants. Ils tuent le plancton, ils en dévorent les entrailles, puis ils parcourent l'océan dans sa carcasse, comme si c'était un bateau. De plus, ces crustacés se contentent pas de tuer leur proie. Ils la transpercent avec leurs griffes antérieures, et ils découpent ses entrailles gélatineuses en laissant assez de tissu pour assurer la flottabilité. Plus tard, Phronima pond ses œufs dans ce qui était autrefois du plancton, et le cycle recommence. Et sa progéniture sort en traversant ce qui reste du corps de son hôte. Ça évoque vraiment le film Alien, non ? C'est pas étonnant. Une rumeur veut que Phronima ait inspiré le design de la reine des monstres extraterrestres. Il s'agit sûrement d'une légende cinématographique, mais ça ne rend pas Phronima moins effrayant. Pourtant, ne croyez pas que l'histoire des aliens marins soit la chose la plus effrayante de cette vidéo. Ça fait peur, oui, mais les océans abritent de quoi inspirer de nombreux autres films d'horreur. Dans les années 1990, on a capturé un requin mako pesant plus de 400 kg. Il était vraiment énorme. Mais la véritable surprise se trouvait à l'intérieur du requin. On y a trouvé 2 anguilles. Mais oui, 2 anguilles
qui avait vécu dans le cœur du requin pendant un certain temps. Et ni le requin ni les anguilles n'y voyaient le moindre inconvénient. Les scientifiques n'ont pas réussi à comprendre comment les anguilles avaient pénétré si profondément dans le requin, mais ils ont réussi à déterminer leur espèce. Il s'agissait d'anguilles à nez court. Cette espèce est connue pour utiliser ses puissantes mâchoires et ses dents pour s'enfouir dans la chair de poisson plus grand et y vivre en parasite. Mais c'est une chose de vivre sous la peau, c'en est une autre d'atteindre le cœur. De plus, les tests ont montré que les anguilles étaient vivantes au moment de la mort du requin. Peut-être qu'elles sont entrées par les branchies et ont progressé jusqu'au cœur, où elles se nourrissaient de sang et se sentaient bien, et d'où elles n'avaient pas l'intention de sortir. Plus tard, en 2008, un autre cas similaire a été observé. Vous connaissez l'expression « avoir des papillons dans le ventre » ? En général, ça veut dire qu'on est en train de tomber amoureux. Je me demande ce que signifie « avoir des anguilles dans le cœur ». Et vous savez quoi ? Le simple fait qu'un requin se soit reposé quelque part au fond de la mer et que 2 anguilles aient pénétré son corps par les branchies n'est pas la chose la plus effrayante que vous apprendrez aujourd'hui. Les anguilles serpents peuvent faire bien pire. Après avoir été mangées, ces anguilles peuvent ressortir de l'estomac du prédateur en l'entaillant à l'aide de leur queue à l'extrémité dure. Au quotidien, leur queue aide les anguilles à se frayer un chemin dans les fonds marins. Mais lorsqu'un individu se sent menacé, sa queue peut lui servir de scalpel. Bon, ça permet quand même pas aux anguilles serpents de sortir vraiment de l'estomac. Au mieux, elles restent coincées et elles finissent par se momifier dans la cavité intestinale. Maintenant, imaginez que vous êtes un grand requin blanc, un redoutable prédateur qui nage dans l'océan à la recherche de proies, parfois accompagné d'une musique inquiétante. Vous passez devant un groupe de poissons liches, mais ils n'ont pas peur de vous. Au contraire, ils se mettent à vous poursuivre. Et non seulement ça, mais ils se frottent contre votre queue de toute leur force, comme si vous aviez oublié que vous avez réservé une séance de gommage intensif. Mais le plus probable, c'est que ces poissons se servent du requin comme d'une pierre ponce pour se débarrasser de leurs parasites et bactéries. C'est un comportement assez courant et ces séances de gommage peuvent durer de 8 secondes à plus de 5 minutes. Parfois, il n'y a qu'un seul poisson liche, parfois une centaine qui se frottent tous en même temps. Si certains requins ignorent ces poissons frotteurs, il y en a d'autres que ça agace beaucoup. Ça peut se comprendre, moi non plus j'aime pas que des inconnus me touchent, et encore moins qu'ils se frottent contre moi. Mais dans les océans, le concept de distanciation sociale n'existe pas, si bien que les requins doivent se tortiller et plonger pour se débarrasser des agaçants poissons liches. Les requins n'essaient même pas de manger ces alevins, ça leur demanderait trop d'énergie. Ces prédateurs préfèrent les proies qu'ils n'ont pas à pourchasser. Alors, ils se montrent patients. Pauvres bêtes. Il y a d'autres poissons qui fréquentent le voisinage des requins, mais les prédateurs n'y voient pas d'inconvénient. Il s'agit des poissons pilotes. Les requins ne font pas que tolérer leur présence, ils en sont ravis. En échange de leur protection, les poissons pilotes débarrassent les requins des parasites et ils nettoient les restes de nourriture. Le niveau de confiance entre ces animaux est si élevé qu'un poisson pilote peut même nager dans la bouche d'un requin pour grignoter des débris de nourriture. Parfois, ils se lient vraiment les uns aux autres. Quand on attrape un requin et qu'on le remonte sur le bateau, ces poissons pilotes suivent le bateau pendant un long moment, parfois jusqu'à 6 semaines. Peut-être que les poissons pilotes ne voient pas la différence entre le requin et le bateau. Les gens ont tendance à percevoir les parasites marins comme quelque chose de lointain et méconnu. Ça ne concerne que les animaux marins. Alors les gens ont du mal à s'y intéresser. Et les poux. Les humains en sont familiers. Et curieusement, les saumons aussi souffrent de ces parasites. Les poux du saumon sont de petits copépodes qui ont appris à se nourrir de saumon pour survivre. Évidemment, ils ne peuvent pas manger un poisson entier, comme le ferait un ours, puisqu'ils sont très petits. Mais les poux du saumon font ce que font les poux. Ils se nourrissent de mucus, de peau et de sang. Ça rend le poisson plus sensible aux bactéries, aux virus et aux champignons. En effet, les poux causent de petites blessures en se nourrissant. De plus, les dommages causés à la peau affectent le taux de sel du poisson. S'il y a trop de poux sur un saumon, il peut même en mourir. On ignorerait sûrement que les saumons souffrent de problèmes aussi graves si on n'en élevait pas pour les vendre. Les poux du saumon ont un effet néfaste sur les affaires, alors les humains ont décidé de les combattre. Au début, on a employé des produits chimiques et des médicaments. Puis on a décidé que c'était pas une bonne idée et on s'est mis à donner aux poissons des bains. Je suis sérieux. On mettait les saumons dans un bassin de traitement contenant de l'eau salée chauffée.
sa température atteignait 34 degrés Celsius. Il fallait environ 30 secondes pour que les poux meurent et se détachent. Mais lorsque des chercheurs ont étudié la méthode, ils ont découvert que les saumons en souffraient également. Et le traitement par bain a dû être abandonné. De nos jours, on entoure les fermes à saumon d'une clôture. Quand j'ai entendu ça pour la première fois, des clôtures contre les poux, je me suis dit que c'était une absurdité. Je veux dire, les poux sont minuscules. À quoi pourraient servir des clôtures ? Il s'agit en fait de clôtures électriques à faible courant. Elles génèrent un champ électromagnétique qui affecte les larves de poux, de sorte qu'elles ne peuvent pas se fixer sur les poissons. Et cette méthode semble fonctionner. Mais les scientifiques ne savent pas encore comment les saumons réagissent aux clôtures électriques. Enfin, si les poissons ne les aiment pas, il y a une autre option, les labres. Des petits poissons qui nagent parmi les saumons, arrachant et mangeant leurs poux. Une méthode simple et écologique. Pour être honnête, il faut dire que les saumons ne sont pas les seuls à souffrir des poux. Les dauphins en ont aussi, mais dans leur cas, c'est les parasites qui sont à plaindre. Sérieusement, les poux passent un sale quart d'heure avec les dauphins. Pour mener la belle vie, ils doivent s'attacher solidement à leur hôte, bien manger et trouver quelqu'un à proximité avec qui s'accoupler. Mais les dauphins sont aussi glissants que rapides, et les scientifiques n'arrivent toujours pas à comprendre comment des poux peuvent survivre sur leur peau. Le principal objectif des poux de mer est de réduire le risque d'être emportés lorsque leur hôte se déplace. Pour s'enfoncer dans la peau et s'y accrocher, les poux de mer ont développé un corps aplati, des pattes aux griffes acérées et un ventre épineux. Ils se cachent dans les replis de la peau et autres endroits plus ou moins abrités, près des voies respiratoires, autour des yeux et au coin de la bouche. Les baleines souffrent aussi de poux, mais les poux de baleine ont la tâche plus facile. Il y a beaucoup de place sur leur hôte et il est plutôt lent, de sorte que les poux peuvent se reproduire activement. Il peut y avoir des milliers de poux sur le corps d'une seule baleine, alors que d'après les scientifiques, un parasite mâle vivant sur un dauphin aura beaucoup de chance s'il parvient à rencontrer ne serait-ce qu'une femelle dans sa vie. Les poux de dauphins passent tout leur temps à essayer de rester accrochés. Ainsi, en général, les dauphins ne souffrent pas beaucoup de ces parasites. En moyenne, un dauphin a moins de 5 poux, et certains n'ont même qu'un seul parasite. Ces pauvres poux doivent se sentir très seuls. A plus.